C'est curieux de dénoncer la haine, de dénoncer les propos haineux et de tolérer dans le même temps les injustices sociales. Parce que c'est un équilibre intenable, c'est un équilibre compliqué. Frapper un enfant et lui interdire de pleurer revient à affamer une personne et se sentir offusqué de la voir maigrir. Or, quand on ne mange pas, on maigrit. Quand on ne mange pas, on maigrit. Voilà donc le paradoxe des régimes qui répriment la haine tout en tolérant l'injustice. Définition. La haine est un sentiment intense d'hostilité ou d'aversion profonde envers une personne, envers un groupe ou envers une idée. Les propos haineux sont donc des paroles ou des expressions qui visent à humilier, qui visent à dénigrer, qui visent à inciter à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe. C'est un mauvais sentiment, mais c'est un sentiment humain. C'est un mauvais comportement, mais c'est un comportement humain. Il est important de le signifier. Quant aux injustices sociales, ce sont des situations où les droits, les ressources ou bien les opportunités sont distribuées de manière inéquitable, de façon injuste dans la société, ce qui crée des désavantages pour certains groupes. C'est pourquoi notre constitution, la constitution ivoirienne, dans ses principes fondamentaux, interdit les discours incitant à la haine et affirme à la fois l'égalité de tous les citoyens. Elle engage aussi l'État à garantir la justice sociale, à lutter contre les discriminations et à assurer à chacun des chances égales d'accès aux droits et aux ressources. Chers amis, bonjour. Il semble qu'on ne se présente pas souvent assez. Je suis Germain Sewi, journaliste et écrivain, directeur de publication du site internet l'horizoninfo.net, connecté à l'horizoninfo.com. Je suis cyberconférencier. Mon rôle, sans projet de nuisance, c'est d'informer, d'éclairer par mes analyses et, je veux dire, par mes commentaires de l'actualité, afin que, en connaissant des causes, chaque conscience puisse s'exprimer. C'est ma contribution au déploiement de la démocratie. Ceci étant, chers amis, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Dénoncer la haine tout en tolérant les injustices. Dénoncer la haine tout en tolérant les injustices. C'est un équilibre difficile. Dans certains pays, les discours officiels se drapent dans la lutte contre les propos haineux, la protection de l'ordre public et la cohésion nationale. Mais derrière cette façade, ces mêmes régimes entretiennent ou aggravent les inégalités sociales, ferment les yeux sur les injustices systémiques et étouffent toute contestation. Chers amis, n'est-ce pas là un paradoxe saisissant? Si produire la colère et criminaliser son expression est un problème. C'est un peu comme, je veux dire, frapper un enfant, puis lui interdire de pleurer. Oui, frapper un enfant et puis lui interdire de pleurer. Comment se fait l'instrumentalisation de la haine? Les lois contre les propos haineux sont parfois utilisées comme un outil de neutralisation politique. En Afrique du Sud, durant l'apartheid par exemple, dénoncer la ségrégation pouvait valoir des poursuites pour troubles à l'ordre public. Dans certains pays de l'Europe de l'Est, la lutte contre l'extrémisme sert souvent à museler les
opposants pacifiques. Dans plusieurs États africains, des militants qui dénoncent la corruption ou des élections biaisées sont accusés d'incitation à la haine, alors qu'ils expriment une indignation légitime. En d'autres termes, le pouvoir se présente comme le protecteur de la paix, mais impose le silence sur les causes profondes de la colère. Du point de vue juridique, la ligne entre liberté d'expression et répression est floue. Oui, la ligne entre liberté d'expression et répression est floue. Si la loi doit protéger contre les discours violents, elle ne doit pas devenir une arme sélective. Or, dans certains contextes, les sanctions s'appliquent différemment selon la proximité avec le pouvoir. Le Rwanda, post-1994, par exemple, a vu sa législation contre les discours de division parfois utilisés contre des voix critiques. Aux États-Unis, le Patriot Act a montré comment une loi sécuritaire pouvait aussi limiter certaines libertés civiles. Chers amis, en d'autres termes, l'enfant est puni pour avoir pleuré, tandis que celui qui frappe reste intouchable. Celui qui frappe reste intouchable. En clair, la relation de cause à effet est ignorée. La relation de cause à effet est ignorée. Du point de vue sociologique, comment se met en place le cercle vicieux des frustrations? Oui, la répression des paroles contestataires ne fait souvent que exacerber la colère. La Tunisie, avant 2011, montre ce chemin. Le refus d'écouter les doléances sociales a contribué à l'explosion de la révolution. Les inégalités deviennent alors structurelles et le discours officiel inverse les responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indignation est coupable et l'injustice est normale. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. En d'autres termes, à force d'interdire les larmes, on prépare une crise plus grave. Au plan psychologique, qu'est-ce qui conduit à l'humiliation et à la polarisation? Qu'est-ce qui conduit à l'humiliation et à la polarisation? Refouler la colère d'un peuple crée un sentiment collectif d'humiliation et un rapport durablement conflictuel avec l'autorité. Au Chili, sous Pinochet, la répression des plaintes a nourri une méfiance intergénérationnelle. En Côte d'Ivoire, certaines critiques sociales sont assimilées à des appels à la haine, ce qui entretient un climat de peur. Et là, je me demande comment certaines personnes peuvent rester convaincues que l'application outrancière d'une politique de rattrapage technique ne peut pas susciter de haine chez ceux qui en sont exclus. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment elles parviennent à se persuader que les détournements massifs de milliards de francs, ainsi que, je veux dire, les actes de corruption demeurés impunis, ne sont pas susceptibles de provoquer des réactions de colère et de ressentiment au sein d'une population contrainte de vivre dans la pauvreté, dans la précarité. Je n'arrive pas à comprendre. En d'autres termes, l'enfant apprend que exprimer sa douleur est interdit, ce qui le conduit à se fermer ou à exploser. Chers amis, du point de vue philosophique et éthique, que dire de l'hypocrisie institutionnelle? Que dire de l'hypocrisie institutionnelle? Un pouvoir qui produit l'injustice tout en prônant
la morale publique commet une contradiction flagrante. Dans la Rome antique, la Pax Romana, c'est-à-dire une paix imposée par la puissance militaire et politique, justifiait l'écrasement des révoltes d'esclaves. Le colonialisme français présentait la répression comme civilisatrice. Dans les dictatures modernes, la cohésion nationale sert souvent de paravent à la tolérance des inégalités. Chers amis, en d'autres termes, non seulement on frappe l'enfant, mais on exige de lui un sourire. C'est-à-dire, on vous gifle et puis on vous demande de sourire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est difficile. En conclusion, on peut dire, chers amis, que ce paradoxe n'est pas nouveau, mais il prend aujourd'hui une ampleur inquiétante avec la surveillance numérique, la criminalisation élargie du discours et l'exploitation de la notion de haine à des fins politiques. Tant que les causes de la colère ne seront pas traitées, chers amis, réprimer son expression ne fera que accroître la fracture entre gouvernants et gouvernés. Je vous salue.